Bonjour à toutes. Je me réjouis de vous avoir ici dans cette discussion cet après-midi sur un thème d'une importance très considérable et j'en dirai un mot dans un moment. Donc, bienvenue à vous tous et je suis ravie de ne pas vous voir. C'est un peu le paradoxe. Alors, grâce à l'Institut Bonavero des droits de l'homme de l'Université d'Oxford, grâce à l'UNESCO, grâce à l'Institut Reuters pour l'étude du journalisme aussi de l'Université d'Oxford, nous aurons donc l'occasion de discuter à fond les défis juridiques liés à la liberté d'expression dans le contexte de la pandémie Covid-21. Il est évident, et nous le savons tous, je dirais dans tous les pays du monde, on voit très bien que les droits humains, les droits fondamentaux, les droits et libertés sont mis à l'épreuve aujourd'hui. Ils sont mis à l'épreuve et particulièrement la liberté d'expression. Et c'est sur celle-ci que nous allons nous concentrer. La liberté d'expression est mise à l'épreuve et on voit bien que ces droits fondamentaux qui sont mis à l'épreuve inclut de nombreux domaines, la justice pénale, la question de la vie privée, la question de la proportionnalité des mesures qui sont prises pendant le temps de la pandémie, et puis également, dans ce contexte-là, quelles sont les fonctions à la fois des tribunaux nationaux, des tribunaux internationaux, comment peuvent-ils effectivement manifester leur rôle, comment peuvent-ils exprimer leur rôle en termes de responsabilité, de quelle manière, quel est le rôle des institutions judiciaires, des commissions des droits humains fondamentaux, comment aussi c'est le rôle et comment peut s'exprimer le rôle des ombudspersons, des rapporteurs spéciaux, de tous les organismes et de toutes les commissions qui dépendent des traités. Donc, je dirais que c'est un sujet extrêmement vaste que nous allons prendre par la liberté d'expression, mais qui évidemment pose toute la question du maintien, de quelle manière des droits fondamentaux dans cette période et comment sont-ils mis à l'épreuve et comment vont-ils réagir. Alors, on va travailler en deux temps cet après-midi, si vous voulez bien. Nous aurons d'abord une présentation par les panélistes que je remercie beaucoup. Parce que faire tout cela comme ça, le 29 juin, je trouve que c'est vraiment remarquable. Moi, je m'en réjouis beaucoup. Nous avons à la fois un juge de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, un peu académique quand même aussi, je te présenterai plus en détail tout à l'heure, ma chère Hélène, et aussi des experts de l'UNESCO. Donc, c'est vraiment des gens qui ont des positions importantes dans la fonction qu'ils occupent et qui peuvent nous éclairer sur ces questions. 1 heure de présentation des panélistes et après ça, des questions-réponses. Des questions-réponses pendant une bonne demi-heure. Et ces questions, ça c'est un peu technique, pardonnez-moi, mais je dois faire ce message. Ces questions vont être collectées à travers la fenêtre Question and Answer, questions et réponses que vous allez trouver au bas de votre laptop ou de votre écran mobile. Alors, si vous avez une question, vous l'écrivez dans la fenêtre questions-réponses et vous l'envoyez. Et alors, ces questions vont arriver par le dieu de la communication sur mon ordinateur. Et donc, je pourrai alors les communiquer aux panélistes. Voilà, vous parviendrez à avoir quelque chose d'interactif et avec les questions que vous vous posez. Alors, on va commencer immédiatement. On va commencer immédiatement par les interventions. Nous allons commencer par le juge Pinto. Par le juge Pinto de Albuquerque, parce que d'abord, il doit partir plus tôt, et voilà, chacun a ses contraintes, je comprends très, très bien. Et donc, le juge Pinto de Albuquerque, que j'ai aussi le plaisir de connaître, on a quand même travaillé combien d'années ensemble, Polo, à la Cour. Donc, voilà, tu as été quand même un grand juge de la Cour européenne des droits de l'homme. J'étais étonnée que ton mandat soit déjà terminé. C'est presque impossible pour moi, mais c'est comme ça. Donc, on n'aura plus tes opinions dissidentes, qui sont parfois plus longues que les arrêts, mais ça, c'est pas grave. Et donc, tu as joué quand même un rôle très, très important à la Cour, et maintenant, tu vas continuer à enseigner, je dirais un peu à travers tout le monde, ces matières des droits humains que tu connais bien dans tous les aspects. Et c'est pour ça que ta présence ici est vraiment importante. Je pense que vous avez tous les participants ici à ce séminaire, les curriculum vitae, les résumés, comme on dit en mauvais anglais, les résumés de nos intervenants. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je te donne la parole, mon cher Polo, pendant un quart d'heure, maximum un quart d'heure, parce que voilà, le temps est compté pour tout le monde. Merci d'être là, malgré tes nombreux engagements, et de nous parler de comment la Cour va réagir à tout ça. De quelle manière, c'est loin d'être simple. Tu as la parole. Merci beaucoup, chère Françoise. Merci beaucoup, cher ami. C'est un plaisir d'intervenir dans ce débat. Moi, je dirais que, bon, je ne sais pas comment la Cour va réagir, mais je sais bien comment elle devrait réagir. Je ne serai pas partie de cette réaction de la Cour. Je ne suis plus juge à la Cour. Mais
bon, je pense que la Cour a un devoir d'être fidèle à la tradition de défense de la liberté d'expression à tout prix. Et maintenant, je crois que la suspension qu'on voit dans quelques pays de la liberté d'expression n'a aucune raison, aucune justification. C'est totalement disproportionné à mon avis. C'est en effet, c'est une excuse par quelques politiciens pour fermer les parlements, pour rendre le travail des journalistes plus difficile, pour en effet promouvoir la répression sociale par le biais de cette suspension. En effet, c'est ce que je crois, c'est la pandémie, le Covid, c'est une excuse pour justifier cette dérive totalitaire qu'on voit dans certains pays. Baroness, I think he dropped out of the call because of a poor internet connection. Maybe you could ask one of the other panelists to speak in the meantime. Is there a problem? Ouais, je crois que le son a été coupé. He will have to rejoin. He has dropped out of the call. Baroness, Judge Albuquerque Yes. to drop out of the call because he has a bad internet connection. Can you ask one of the other panelists to start talking? Paulo Pinto has a problem, you mean? Yes, yes. Okay, and so we have to take another speaker? Yes, that would be nice. Oui, s'il vous plaît. Okay, so I will start, though Paulo will take the floor later. Okay, let's do it. Bien, il y a un petit problème de connexion. Voilà, ça, c'est les miracles de l'informatique. Si vous voulez bien, juge Sylvain Auré, vous allez prendre la parole maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Voilà, moi, parlez-moi, donc je vous donne la parole maintenant. Beaucoup voulu parole. On ne se connaît pas, je vous connais de nom bien sûr. Vous êtes président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui pour moi est un moment extrêmement important dans le développement régional des droits fondamentaux. Donc vraiment, je serais heureuse de vous revoir encore. Et puis maintenant, heureuse de vous entendre parce que vous avez quand même un curriculum vitae impressionnant dans ce domaine-là. Vous avez exercé tout un ensemble de fonctions. Vous avez même travaillé sur la question de la dignité et des droits humains en Côte d'Ivoire. Vous avez également fait un diplôme en droit humanitaire à l'Université de Genève, Henri Dunant. Donc, je dirais, dans ce domaine-là, vous êtes une personnalité importante. Et je crois que ce qui se passe en Afrique, pour moi, est fondamental. Il y a une jurisprudence qui est d'un intérêt extrêmement considérable et que toutes les juridictions régionales devraient s'inspirer. Voilà, alors je vous donne la parole et on entendra la Cour européenne des droits de l'homme par après. Vous avez la parole. Oui, peut-être pas autant que Hélène Tigrouja ou les autres, mais je vous remercie pour ce compliment. Bonjour à tous. Merci donc aux organisateurs d'avoir associé la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, donc organe judiciaire de l'Union africaine, à cette importante question. Permettez-moi de vous relater un fait anecdotique que j'ai découvert à l'instant sur le site web d'un journal sénégalais. Le titre,
C'est Covid-19 au journal Le Soleil. Une dame licenciée pour avoir éternué. L'auteur a même assimilé ces faits à une véritable fable de La Fontaine, tellement ces faits dépassent l'entendement. Par contre, ce qui n'est pas une fable, c'est que les défis juridiques pour la protection de la liberté d'expression au temps de Covid-19, c'est donc l'analyse des faits confrontés à la pratique. Une pratique, bien entendu, reposant sur des instruments pertinents des droits de l'homme en la matière. Et des faits, donc, nous allons examiner les tests. Je prends quelques faits pêle-mêle ça et là. Le 9 avril 2020, les autorités zambiennes ferment la chaîne de télévision indépendante Prime TV après avoir supprimé sa licence de diffusion parce qu'elle aurait refusé de diffuser des campagnes de gouvernement visant à sensibiliser les populations au Covid-19, au motif que le gouvernement lui devait de l'argent pour la diffusion des annonces précédentes de l'État. Le 23 avril 2020, au Swaziland, la police a arrêté et détenu pendant 7 heures Eugène Dube, journaliste et rédacteur en chef du Swahili Newsweek Online, après qu'il ait écrit un article dans lequel il disait que la politique de santé publique du souverain face au Covid-19, parce que là-bas, au Swaziland, on a un roi, justement. Et donc, la politique de santé publique du souverain au Covid-19 était irresponsable parce que le pays n'avait pas mis en place des mesures de distanciation sociale. Ce sont des faits qui nous sont rapportés par Amnesty International. Le 6 mars 2020 également, selon la BBC News, le titre du journal nigérian Punch affirmait que, et je cite, « Pour être à l'abri du coronavirus, rasez votre barbe ». C'est, vous l'avez compris, une mésinformation, comme on l'appelle, un fake news. Ces faits donc nourrissent le droit et suscitent interrogations et prospectives sur le sujet des défis juridiques. Au niveau continental, en Afrique, puisque c'est notre rôle de parler justement de la Cour africaine, la protection de la liberté d'expression est consacrée principalement à l'article charte, à l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. L'article 9, justement, consacre doublement, d'une part, la liberté d'accéder à l'information ou de la recevoir, et d'autre part, celle de diffuser et d'exprimer ses opinions. Ceci dit, la Charte encadre la liberté d'expression en organisant sa limitation en rapport avec sa conformité aux lois et règlements. Il est évident qu'en application de la Charte, les États africains ont mis en place des cadres juridiques de droit interne pour réguler la liberté d'expression. Et il apparaît donc qu'en réponse à la pandémie du Covid-19, ces cadres juridiques ont nécessairement été mis en œuvre soit en l'état, soit rétractés ou modifiés. En ce qui concerne donc la Cour africaine, le sujet qui intéresse notre débat du jour n'a pas fait l'objet d'un examen devant son prétoire de manière particulière. Je pense aussi que c'est le cas peut-être pour d'autres juridictions. Hélène nous en dira peut-être un peu plus. Mais on se doute bien que la Cour africaine n'a pas déjà donc pu se prononcer sur la liberté d'expression dans le contexte spécifique du Covid-19. Même si le greffe de la Cour a reçu plusieurs demandes, soit de mesures provisoires, soit d'examen en procédure accélérée pour motif de dégradation de la santé des requérants justement en détention et faisant face au risque de contamination au Covid-19. Mais ces demandes-là sont toujours en cours d'examen. En l'absence donc de cas réels, on peut toujours se prononcer, bien entendu, de façon hypothétique sur le cadre légal de protection de la liberté d'expression dans un environnement comme celui du Covid-19,
dans le contexte de la protection juridique et judiciaire des droits de l'homme au niveau africain. Et il est pertinent donc de faire référence à cet égard à la jurisprudence générale de la Cour en matière de liberté d'expression. Cette jurisprudence applique à la fois, comme je l'ai annoncé, l'article 9 de la Charte, mais également l'article 77 du traité révisé de la CEDEAO, qui est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui garantit la protection des professionnels des médias dans l'exercice donc de leur profession. Sur la question, la fondation donc de l'œuvre de la Cour est à rechercher dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Norbert Zongo et autres contre Burkina Faso. La Cour, justement, y pose les fondations de ce que la liberté d'expression peut faire l'objet de limitations. Cependant, il faut attendre que la Cour se prononce à nouveau sur la question dans l'arrêt Loé Issa Konaté contre Burkina Faso, où elle approfondit son interprétation de la liberté d'expression en développant, ce qui est très important justement pour notre sujet, les paramètres majeurs du test de conformité à l'article 9 de la Charte. Il s'agit bien entendu de vérifier la conformité à la Charte des dispositions du droit national qui encadrent la liberté d'expression, notamment en la limitant. Et pour passer le test de conformité, toute limitation à la liberté d'expression doit obéir à certains critères, notamment être prévue par la loi, viser un but légitime, être proportionné au but visé et être acceptable dans une société démocratique. Je dirais juste brièvement quelque chose sur chacun de ces critères, comme on n'a pas suffisamment de temps. Et quand on dit être prévu par la loi, on pourrait considérer que cette condition renvoie à la règle générale de la légalité des infractions. En application de la thématique du COVID-19, il ne serait pas conforme d'instituer une limitation de la liberté d'expression hors les textes existants ou une régulation de l'accès à l'information et de sa diffusion par réglementation informelle ou au cas par cas par décision des autorités, ce qui entraîne pour restreindre un droit aussi fondamental que la liberté d'expression, il faut bien que l'objectif visé par la restriction en vaille la peine et qu'il ne s'agisse pas d'une volonté arbitraire ou injustifiée de limiter le droit. En test de COVID-19, je reviens toujours à ce contexte puisque c'est le sujet qui nous intéresse, on pourrait se demander, par exemple, si le but visé de protéger la santé publique en évitant la diffusion de fausses nouvelles est suffisamment légitime pour interdire la publication des statistiques sur la pandémie. On a des exemples où, par exemple, des autorités ont annoncé des chiffres et des journalistes sont venus contredire ces chiffres-là à la hausse et ces journalistes-là se sont donc retrouvés incarcérés justement pour avoir contredit tel ou tel ministre. Également, troisième condition que j'avais posée, c'est d'être proportionné au but visé. Et la proportionnalité s'entend de celle entre la restriction imposée et le but visé. Appliqué encore à l'environnement du COVID-19, il est pertinent d'évaluer si les mesures prises par les autorités d'interdire la diffusion d'informations sont proportionnelles au but visé, d'empêcher, par exemple, le stress au sein des populations. Enfin, dernière condition que j'avais annoncée à l'entame de mon discours, c'est qu'une telle restriction, une telle limitation doit être acceptable dans une société démocratique. Dans l'affaire Konaté, que j'avais précédemment citée, la Cour africaine a estimé que le fait d'infliger une peine de prison
à un journaliste ayant critiqué le procureur de la République constitue une restriction qui n'est pas acceptable dans une société démocratique. Et la Cour a motivé cette position par le fait que les personnes occupant des fonctions publiques devraient être plus enclines à la critique de la part du public que les personnes ordinaires. Et que dès lors, restreindre la liberté d'expression de personnes telles que les journalistes constituerait une atteinte grave au débat démocratique lui-même, étant donné que cela priverait le public d'être informé de la gouvernance publique et d'y participer, bien entendu, en tant que liberté fondamentale. Ces principes ont été rappelés et renforcés par la Cour dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Victoire Ingabire Umuhoza contre Rwanda, cette opposante justement au président rwandais, où, en sus du test de conformité dont je viens de discuter, la Cour a examiné certaines exceptions à la jouissance d'une limitation régulée. Par exemple, l'apologie du génocide et les crimes de haine ne bénéficieront jamais d'une exception sous l'égide du test de conformité, de légalité, de légitimité, de proportionnalité ou encore de démocratie. Donc, en tout état de cause, voilà un peu les paramètres qu'appliquerait la Cour africaine dans l'hypothèse où elle serait saisie d'un contrôle de conventionnalité, donc de conformité avec le droit régional africain applicable, du droit national portant donc régulation de la liberté d'expression en temps de Covid-19. Voilà un peu la contribution que je pourrais apporter dans ce débat-là, dans le contexte bien entendu africain, lié au mandat de la Cour africaine des droits de l'homme, qui était un mandat donc de protection des droits de l'homme sur tout le continent africain. Je me prêterai volontiers à vous pour apporter beaucoup plus d'éclairage dans ce domaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président Auré. C'est vraiment important que vous rappeliez le caractère central de cet article 9 de la Charte des droits africains et des peuples. C'est vraiment de là que tout part. C'est tout à fait cette disposition qui est essentielle. Et vous rappelez bien que d'un côté, la liberté d'expression, elle est gouvernée par des principes forts parce que c'est au fond le garant de la démocratie, mais que des limitations sont permises dans certains cas. Et je suis très sensible au fait que vous ayez bien rappelé ces conditions. Les limitations doivent être prévues par la loi, un but légitime, proportionné, et l'exemple que vous avez donné des peines de prison pour un journaliste, évidemment, c'est totalement disproportionné dans tous les systèmes juridiques, on le dit, et acceptable dans une société démocratique. Et c'est vraiment par ces conditions que les limitations doivent être restrictivement envisagées. C'est vraiment un peu la méthodologie de ces droits à protection relative et l'article 9 sur la liberté d'expression. On est ici dans cette situation un très bon exemple. Je voudrais vous poser juste une question avant de continuer. Est-ce que dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il y a une possibilité de dérogation? Est-ce que les États peuvent déroger à certains droits, comme on le connaît dans la Convention européenne des droits de l'homme? En cas de danger qui menace la vie de la nation, les États peuvent demander une dérogation. Et on a vu qu'en Europe, certains États l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Est-ce que cette possibilité existe? Est-ce qu'elle a été utilisée en Afrique? À ma connaissance, dans le sens de notre jurisprudence ou de notre mandat, elle n'a pas encore été utilisée. Mais de cause, comme je l'ai conclu, même si cela devrait se faire, les limitations déjà prévues sont déjà assez suffisantes pour constituer. Oui, là je suis bien d'accord avec vous, les limitations. Justement, là, j'imagine que Hélène Tekouja en parlera peut-être, ou bien M. Yohan Barata. Les limitations sont déjà suffisantes. Est-ce qu'il faut encore cette dérogation pour les droits indérogeables, évidemment? Merci beaucoup de votre intervention. Et donc, il n'y a pas d'affaires devant la Cour. Il y aura des affaires qui vont venir, sans doute. Et ça l'intérêt de cette discussion ici, que ça permet d'anticiper les réponses qui devront y être apportées. Pour ne pas dire qu'on ne savait pas, qu'on n'était pas préparé. Eh bien, ici, on sera préparé.
Merci beaucoup de votre intervention. Alors, je ne sais pas, est-ce que la connexion avec Paulo Pinto est rétablie? Est-ce qu'on repasse à M. Pinto ou pas? Au juge Pinto? Gayatri, qu'est-ce que tu penses? Peut-être que tu ne m'entends pas. Oui, est-ce qu'on peut reprendre la connexion avec le juge Pinto? Oui. Oui? Alors, on reprend l'intervention. Voilà, tout d'un coup, tu as disparu, maintenant tu réapparais. Oui, je m'excuse. Continue, je t'en prie, c'est la vie. Vas-y. Oui. Bon, je disais que je trouve la suspension de la liberté d'expression totalement incompréhensible. C'est totalement disproportionné. Il n'y a aucun lien entre la liberté d'expression et la menace qu'on a devant nous. Seulement une dérive totalitaire peut justifier la suspension de la liberté d'expression maintenant. Et c'est ça ce que je crains, c'est que certains politiciens profitent de cette occasion pour fermer les parlements, pour rendre le travail des journalistes plus difficile, en effet pour essayer de toute façon et de toutes sortes de réprimer les partis d'opposition et les défenseurs des droits de l'homme. Quel est le rôle de la Cour face à cette menace? Bon, le rôle de la Cour, à mon avis, c'est de rester fidèle à sa tradition, qui est une tradition, je dirais, très ouverte, très attentive à ce genre de menaces et contrer cette menace en tranchant les affaires qui sont maintenant, qui vont venir et qui sont déjà là, qui sont maintenant devant la Cour, avec beaucoup de prudence, mais aussi beaucoup de courage. Hein. Il faut du courage maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Les juges doivent avoir du courage. D'ailleurs, c'est pour ça que les juges ont une toge avec de l'hermine, parce que l'hermine, c'est l'animal du courage. Il ne faut pas oublier. Exactement. Oui. Très bien, très bien. Il y a encore d'autres points sur lesquels tu voudrais intervenir, Paolo? Bon, à propos de la dérogation, tu posais la question, tu as posé la question sur la dérogation. Moi, je trouve que il y a justification pour déroger, par exemple, à propos de l'article 5. Et c'est la seule façon de le faire en conformité avec la Convention. Moi, je trouve très problématique la position de ce gouvernement et de ces États qui ont, en effet, suspendre de facto l'article 5 sans aucune attention à l'article 15. Et ils ont pris des mesures qui sont totalement contraires à l'article 5 sans avoir le courage de prendre la décision qui est politiquement difficile, je l'avoue, je comprends bien, de déroger de la Convention. C'est-à-dire, ils ont ignoré totalement l'article 15 et ils ont suspendu, par exemple, l'article 5 de facto. Et ça, je ne trouve pas bien. Je trouve que la façon correcte d'intervenir, c'est de le faire par le biais de l'article 15, c'est-à-dire de déroger à propos des normes dérogeables, d'utiliser la porte de l'article 15 et
maintenant avec proportionnalité, bien entendu, hein, et d'approuver les mesures qui sont nécessaires pour le bien de la nation, mais par le biais de l'article 15, sans ignorer l'article 15, comme on fait beaucoup d'États, surtout en Europe de l'Est. La réponse de la part de l'Europe occidentale, mon propre gouvernement, a été de ignorer totalement l'article 15 et de régler la situation avec la justification que ce sont des mesures qui sont toujours acceptables à la lumière de l'article 5. OK. L'article 10 ici. Pardon? L'article 5, c'est la liberté et la sûreté. Or, nous parlons de la liberté d'expression. OK. Oui. Bon, oui, parce qu'on n'a pas eu, je parle de la situation la plus délicate. On n'a pas eu, par exemple au Portugal, aucune limitation de la liberté d'expression. On a eu des restrictions de la liberté de mouvement, par exemple. La liberté personnelle. Oui, on a eu des interférences claires avec la liberté de mouvement, par exemple, la liberté religieuse, par exemple. On a eu des limitations de la messe, par exemple, mais aucune de l'expression. Ça heureusement, n'est pas arrivé ici chez nous. Hein. Mais il y a eu, dans d'autres pays, je connais bien aussi cette dérive que je trouve très problématique de limiter aussi la liberté d'expression. Or, je pense qu'elle n'est pas du tout justifiable, mais si on veut trouver une justification seulement par le biais de l'article 15, on peut le faire. Alors, je serais très réticent d'accepter une limitation de la liberté de l'article 10 sans le biais de l'article 15. D'accord. OK, merci beaucoup, juge Pinto. Merci bien. Alors maintenant, les questions commencent déjà à arriver. Je m'en réjouis beaucoup. Je vous le dis déjà, vous n'allez pas y répondre maintenant, mais vous pouvez réfléchir. La première, c'est est-ce que le pouvoir exécutif a un pouvoir exceptionnel pendant une crise? Puis une seconde question, la liberté d'expression est-elle un droit fondamental pendant une crise concernant le Covid-19, les chiffres des morts et des contaminés? Voilà déjà deux questions et on y répondra par après, mais merci encore de nous en envoyer. Alors Hélène Tigrouja, c'est à toi maintenant. C'est à toi. Alors Hélène Tigrouja, vous avez vu son curriculum vitae, à la fois une universitaire et une grande universitaire, si j'ose dire, le professeur à l'université d'Aix-Marseille, et puis maintenant je vois aussi senior fellow à NYU, qui est quand même un centre de droits humains très important. Et puis alors, tu es membre maintenant du comité des droits de l'homme des Nations Unies, et je m'en réjouis beaucoup parce que c'est vraiment un comité qui joue en côté des cours internationales, les comités ont un rôle vraiment important à travers les cas individuels et surtout les communications générales, donc ça je trouve important. Et alors, vous le savez tous, traité de droit international maintenant en langue française, c'est vraiment une somme. C'est vraiment une somme. Moi, je l'emploie, je ne vais pas dire tous les jours, je ne vais pas exagérer, mais très souvent. Hélène, tu as la parole.
Merci, merci beaucoup Françoise, et je suis vraiment ravie d'intervenir dans ce panel et surtout d'intervenir après à la fois le président Auré pour la Cour africaine et le juge Pinto, effectivement, que j'admire également beaucoup. Donc évidemment, moi je vais parler ici plutôt en tant qu'académique, c'est-à-dire que ce que je vais dire n'engage pas le Comité des droits de l'homme, évidemment, et je vais vous donner le point de vue de l'échelon universel, ou le regard que les organes de traité comme les rapporteurs spéciaux peuvent porter sur les atteintes actuelles ou les limitations actuelles à la liberté d'expression. Alors peut-être pour démarrer, parce que comme je suis académique, j'aime bien donner plein de références pour les personnes qui nous suivent. Je vous invite, si vous le souhaitez, à lire le rapport du rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d'expression, donc David Kaye, qui a présenté justement au Conseil des droits de l'homme, donc en avril de cette année, son rapport précisément sur le thème qui nous intéresse, c'est-à-dire liberté d'expression en période de crise sanitaire. Et c'est un rapport qui est très intéressant parce que justement, et ça permet déjà de répondre à l'une des questions qui a été posée. Est-ce que la liberté d'expression est un droit fondamental à l'heure où on parle de mort, de pandémie, etc. Et lui, il répond très bien en disant que, évidemment, la liberté d'expression est fondamentale dans ce contexte-là, est encore plus fondamentale dans ce contexte-là, et je vais y revenir ensuite. Il ne faut surtout pas opposer liberté d'expression d'un côté qui paraîtrait comme un droit un petit peu subsidiaire, pas très important, et droit à la vie de l'autre qui, elle, doit être considérée comme un droit absolu, qui doit être considéré comme un droit absolu. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans son rapport, c'est que justement, il démonte la rhétorique de certains États auxquels faisait également référence Polo, le juge Pinto de Albuquerque. Il démonte la rhétorique consistant à opposer liberté d'expression que l'on doit pouvoir suspendre, que les États doivent pouvoir suspendre, et de l'autre côté, la protection de la santé publique, la protection de la vie. Parce que c'est une rhétorique, et je vais y revenir en donnant des exemples, mais c'est une rhétorique qui est extrêmement dangereuse. Et on l'a dit, dangereuse pour la démocratie, dangereuse, encore une fois, pour la situation dans laquelle on se trouve. Donc, le rapport est intéressant, ne serait-ce que pour cette idée consistant à dire la liberté d'expression sert la lutte contre la pandémie. Ça n'est pas un ennemi. Les journalistes qui vont enquêter, qui vont diffuser des informations, etc., ne sont pas l'ennemi de l'exécutif qui, au nom de l'efficacité, va vouloir museler la presse, va vouloir empêcher la circulation d'informations. Donc ça, c'est vraiment un rapport très intéressant, très important, qui complète les discussions que l'on a aujourd'hui. Alors, et je vais y revenir sur ce rapport. Alors, je reviens peut-être, j'ai envie de présenter 2-3 points, encore une fois, issus de la pratique des Nations Unies et puis peut-être d'autres organes régionaux dont on n'a pas encore parlé, mais notamment l'Organisation des États américains avec la Convention américaine des droits de l'homme. Alors, du point de vue de la dérogation, le pacte international relatif aux droits civils et politiques dont s'occupe le Comité des droits de l'homme, qui est un pacte qui est ratifié par un très grand nombre d'États, donc il y a 173 États parties. Donc ce pacte, évidemment, garantit la liberté d'expression, c'est l'article 19 de la Convention. Et là, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit le juge Auré parce que on a une jurisprudence qui est très très proche, la jurisprudence de la Cour africaine, de la Cour européenne et du Comité est très très proche du point de vue de la méthodologie pour apprécier une limitation, une restriction à la liberté d'expression. Donc je ne vais pas reprendre ce qu'a très bien expliqué et très bien dit le juge Auré. Donc l'article important du pacte, c'est l'article 19, et il y a une observation générale qui peut être consultée et lue aussi pour retrouver toute la jurisprudence du Comité. C'est l'observation générale numéro 34 qui a été terminée, mise au point par le Comité en 2011. Alors, il y a une autre disposition qui est importante dans le pacte, c'est l'article 4, qui lui est donc cette disposition, c'est notre clause de dérogation, donc c'est l'équivalent de l'article 15 dont on parlait à l'instant. Et là, je réponds à l'une des questions qui a été posée de manière un petit peu anticipée. Dans la liste des droits indérogeables, on n'a pas la liberté d'expression.
Donc la liberté d'expression, comme pour le droit européen, comme pour la Convention américaine des droits de l'homme, comme pour la Charte africaine, le juge Aurel a dit, la liberté d'expression n'est pas un droit indérogeable. À l'inverse du droit à la vie, d'où la rhétorique un peu dangereuse dont je parlais tout à l'heure et sur laquelle je vais revenir. Et alors, ce qui s'est passé à partir du mois de mars, c'est que certains États ont commencé à adresser au secrétaire général des Nations Unies, donc en tant que dépositaire du pacte sur les droits civils et politiques, donc adresser des notifications de dérogation, alors que d'autres États qui, comme le disait le juge Pinto, adoptaient ou ont adopté des dérogations de facto, eux n'adressaient pas ce type de notification. Donc nous, on observait déjà le type de dérogation que l'on recevait, et puis en même temps, la manière dont les États étaient en train de modifier les exécutifs, donc là aussi je réponds à une des questions qui était posée, mais la manière dont les exécutifs étaient en train de modifier de manière très substantielle leur droit interne, sans déroger ni à la Convention européenne, ni au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc, ce qu'a fait le comité, donc pour l'instant, c'est vrai que nous, on n'a pas encore non plus de plainte, de communication, évidemment, sur cette question-là. Mais ce qu'a fait le comité des droits de l'homme, c'est qu'il a adopté une déclaration, donc évidemment, c'est du non contraignant, mais une déclaration donc, le 24 avril pour rappeler aux États leurs obligations en matière de dérogation, c'est-à-dire que si en droit interne, que ce soit sur le terrain de la liberté d'expression, la liberté de circulation, on l'a évoqué également, la liberté physique, la liberté de manifester sa religion, etc. Si en droit interne, on est déjà dans un régime de dérogation, alors les États doivent envoyer une notification de dérogation. Mais il faut bien comprendre la déclaration qui a été adoptée par le comité. Évidemment, on ne demande pas aux États de déroger. Hein, c'est toujours mieux d'être dans un régime normal de droits et libertés. Ce que le comité a voulu dire par cette déclaration, ça renvoie à ce que disait le juge Pinto. S'il y a des dérogations de facto, alors il y a des obligations internationales qui obligent les États à précises, c'est-à-dire les mesures soient exécutives. Donc, on a reçu beaucoup de textes, de décrets présidentiels, etc. Donc, les mesures précises de dérogation, les droits auxquels les États entendent déroger, et puis surtout la durée de la dérogation, parce que le pire c'est de faire en sorte, puisque là c'est quand même une pandémie dont on n'a pas vraiment d'horizon, mais c'est de transformer une situation qui est censée être exceptionnelle en un régime d'exception qui va durer des années. Donc, on peut trouver ces notifications-là, évidemment, sur le site du secrétaire général des Nations, enfin, sur le site des traités, pardon, des Nations Unies. Donc, pour l'instant, la seule réaction officielle, si vous voulez, du comité, c'est celle-ci, c'est-à-dire la déclaration d'avril 2020 pour rappeler aux États, non pas pour demander aux États de déroger, parce que c'est dangereux, ça peut être très embêtant, mais pour dire aux États, si vous adoptez des mesures qui excèdent les restrictions normales aux droits et libertés, alors il y a un régime de dérogation qui s'applique. Ça, c'est une première remarque que je voulais faire sur la question de la dérogation. Alors, quand on regarde justement à la fois les dérogations officielles qui ont été adressées par les États, soit au secrétaire général des Nations Unies, si c'est le pacte, soit au secrétaire général du Conseil de l'Europe, si c'est la CEDH, secrétaire général de l'Organisation des États américains, si c'est la Convention américaine des droits de l'homme. Quand on regarde un petit peu les déclarations des exécutifs, donc là aussi je réponds à l'une des questions, ce que l'on observe, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce que l'on observe, c'est qu'il y a vraiment dans la rhétorique des États, dans la rhétorique des exécutifs, une tendance à opposer les libertés, les droits de l'homme d'un côté et la lutte efficace contre la pandémie de l'autre. C'est-à-dire qu'on essaie de faire accepter, soit au niveau national, soit au niveau international, que les deux sont irréconciliables. Et j'imagine que ça fait tout de suite écho dans chacun d'entre nous à la question terroriste, parce qu'on a eu la même rhétorique
Voilà, en disant on ne peut pas lutter efficacement contre le terrorisme avec les garanties de l'accusé, respecter l'accès à l'avocat, etc. Donc, si on veut lutter efficacement contre le terrorisme, on laisse de côté les droits de l'homme, on les met entre parenthèses. Eh bien, on observe la même rhétorique de la part des États et en pratique, encore une fois, hein, les notifications des États sont accessibles et sont visibles sur les sites que j'ai évoqués, donc Conseil de l'Europe, OEA et Nations Unies. Et donc, dans cette rhétorique, donc, on observe l'opposition entre, d'un côté, les intérêts particuliers, et de l'autre côté, l'intérêt général de lutter contre la pandémie ou de protéger la santé publique. Et puis encore, opposition entre les droits absolus. Le droit à la vie est un droit qui doit être considéré comme extrêmement important, etc. Donc d'un côté, et de l'autre côté, les droits relatifs, tels que le droit à la liberté d'expression. Et vous voyez le côté dangereux de cette rhétorique, c'est-à-dire que si moi, État, si moi, exécutif, j'ai l'obligation de protéger la vie, de protéger l'intégrité de la personne, etc., alors, au nom de cette obligation supérieure, j'ai le droit de suspendre la liberté de manifester, j'ai le droit de suspendre la liberté d'expression, j'ai le droit de, éventuellement, rallonger les délais de garde à vue, etc., etc. Et donc, par exemple, pour être plus précise, dans certaines déclarations des États, donc j'ai noté celle du Honduras, donc la déclaration qui a été adressée donc à la fois à l'OEA pour la Convention américaine des droits de l'homme et au secrétaire général des Nations Unies pour le pacte, on oppose le droit absolu à l'intégrité des personnes, donc il faut protéger la santé des personnes, au droit relatif, par exemple, du public à l'information. Et donc, encore une fois, ça peut entraîner un certain nombre de dérives ou de limitations qui normalement ne seraient pas admises à la liberté d'expression et à la liberté de recevoir des informations. Alors, de la même manière, l'Argentine parle de l'obligation inaliénable de protéger la santé publique ou la protection de la santé et de la justice sociale comme un bien commun. Ça, c'est le Guatemala qui utilise ce vocabulaire-là. On parle même du droit à la vie et de l'intégrité comme jus cogens. Et encore une fois, ces valeurs-là qui sont posées par les exécutifs comme étant supérieures, eh bien, on va les opposer à des restrictions, suspensions de la liberté d'expression qui est extrêmement importante, avec donc un risque d'instrumentalisation ou voire de détournement de cet objectif légitime, évidemment, ça je ne le conteste pas, qui est de protéger la santé publique. Donc il y a vraiment une rhétorique de l'opposition, il y a une rhétorique du conflit, du fait que l'on ne peut pas, encore une fois, dans ce contexte de crise, on ne peut pas protéger les libertés. On n'a pas le luxe de protéger les libertés. Et encore une fois, le rapport du rapporteur spécial David Kay montre bien tout le danger que peut recéler cette rhétorique-là. Alors, plus concrètement encore, pour vous donner à voir le danger des mesures concrètes prises par les États sur la base de cette rhétorique de l'opposition, du caractère irréconciliable entre la protection de la santé publique et les libertés individuelles, je vous donne quelques exemples de mesures qui inquiète. Donc là encore, je ne peux pas dire le comité, je ne peux pas me prononcer pour le comité, mais en tout cas, qui au regard de la jurisprudence et de la position du comité droits de l'homme peuvent paraître assez inquiétantes. La principale pour moi, c'est la militarisation des mesures de surveillance alors soit des couvre-feux, etc., soit de l'interdiction de manifester. Et ce que l'on a observé dans beaucoup d'États, le Honduras, le Chili, la Colombie par exemple, c'est une militarisation accrue de ces mesures qui normalement sont plutôt des mesures de police et donc l'armée est utilisée pour faire respecter l'état d'urgence sanitaire. Évidemment, ça pose un très très grand nombre de problèmes du point de vue de l'usage de la force, puisque les décrets sur lesquels que j'ai pu lire, sur lesquels j'ai pu travailler, ne sont pas du tout précis sur les questions d'usage de la force, par exemple, les questions de responsabilité de l'armée. Et
il y a par exemple, dans les mesures exceptionnelles qui ont été prises par le Honduras, l'une qui nous intéresse, qui intéresse directement les discussions d'aujourd'hui, le Honduras donc, précise que les mesures d'état d'urgence sanitaire peuvent être également mises en œuvre par l'armée. Et je cite, bon, je traduis de l'espagnol, mais je cite, l'armée pourra utiliser tout moyen contre les journalistes, etc., pour protéger la vie privée des patients à l'égard donc de journalistes ou autres qui voudraient prendre des photos de personnes malades, personnes atteintes du Covid, etc., etc. Tout moyen. Donc, quand on dit à l'armée, vous pouvez utiliser tout moyen contre les journalistes qui voudraient prendre en photo un patient atteint du Covid, évidemment, on devine ce que cela peut impliquer. Et donc, c'est pour ça que la question de la militarisation, ça, c'est un problème que les organes de droits de l'homme, que ce soit au niveau universel ou dans les ensembles régionaux, je pense, vont avoir dans les mois ou les années à venir à affronter. Évidemment, le deuxième problème que l'on voit, on l'a déjà un petit peu mentionné, c'est la surpénalisation. Donc, beaucoup d'États, là aussi, de facto ou dans les notifications officielles, beaucoup d'États, par des décrets présidentiels ou de l'exécutif de manière plus générale, ont modifié la législation, donc de manière vraiment très problématique au plan constitutionnel ou interne, pour surpénaliser, le juge Pinto de Albuquerque l'a dit, par exemple, la dissémination de fausses informations en Hongrie ou d'autres mesures qui sont utilisées donc, contre les journalistes, contre les réseaux sociaux, contre les défenseurs de droits de l'homme, contre les lanceurs d'alerte. Donc ça, la surpénalisation va être aussi une des thématiques qui va évidemment occuper tous les organes de droits de l'homme, là encore, quel que soit, je pense, l'ensemble régional, parce qu'on les voit pas simplement dans certaines zones, mais beaucoup d'États ont Hélène, je vais tout doucement. Hélène, je vais devoir hélas t'arrêter parce qu'il y a tellement de choses à dire et passionnantes, mais en plus, il y a des questions qui te sont concernées. D'accord. Tu reprends la parole tout à l'heure. Pardonne-moi, c'est pour un peu le jeu, quoi. Pour qu'on puisse entendre tout le monde. Merci pour ton message. Je trouve qu'il est important. C'est une attitude intellectuelle paresseuse. C'est tellement facile de dire que l'un est inconciliable avec l'autre. On doit précisément les concilier. Et là, tu as entièrement raison de soutenir ça. Alors, il y a des questions arrivent. Il y en a plusieurs. On en a 8 maintenant, de plus en plus importantes. Enfin, elles sont toutes importantes. Mais je ne vais pas vous les dire pour le moment. Comme ça, vous pourrez les découvrir tout à l'heure. Il y en a une spécialement pour toi, Hélène. Il y a quelques différences entre la protection du droit de la liberté d'expression pour la presse et pour les gens qui ne sont pas liés à la presse. Comment peut-on empêcher la propagation de fausses nouvelles sur le Covid-19 sur les réseaux sociaux? Tu vois, c'est la question des réseaux sociaux. Par exemple, les faux miracles qui mettent en doute des mesures de protection de la santé. Puis, il y a un témoignage d'un avocat du Cameroun, je le dirai tout à l'heure. Puis, une remarque d'un participant, la liberté d'expression n'est pas un droit indérogeable. De conformité des dérogations aux instruments sont flous et susceptibles d'abus par certains. Bien sûr, il y a des limitations, mais est-ce que ce n'est pas un peu flou? Et la communication est aussi une communication de crise avec ses principes, d'où la justification de certaines dérogations. Puis alors, il y a encore d'autres questions auparavant. Quel est l'impact de l'utilisation abusive de la cybercriminalité, communication électronique à l'heure de la pandémie? Cette pandémie a permis de privilégier la communauté et informatique. Et puis alors, une autre question, je les prends au sens à l'envers. Le juge Auré a bien défini le test de conformité de l'article 9 de la Charte africaine. Est-ce qu'il est identique au test de conformité de l'article 10? C'est pour toi, Polo. Et d'autre part, la jurisprudence de la Cour africaine sur l'article 9 diffère-t-elle de celle de la CEDH sur l'article 10? Voilà, déjà, vous pouvez méditer sur ces questions importantes. Maintenant, je passe la parole à M. Johan Barata. M. Johan Barata, qui joue un rôle important en matière de droits fondamentaux. Vous enseignez, en tout cas, vous travaillez sur la liberté d'expression et de la régulation des médias, un centre sur l'Internet, la société et la politique en matière de cyberpolitique à l'Université de Stanford.
puis vous enseignez dans différentes universités de toute une série de pays. Vous publiez énormément d'articles sur le sujet, donc on est vraiment ce qu'on peut appeler un expert. Vous êtes conseiller d'UNESCO, du Conseil de l'Europe également, de l'Organisation des États américains, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et puis en Espagne, puisque c'est votre pays, me semble-t-il, en Espagne, vous êtes secrétaire général du Conseil de l'audiovisuel de Catalogne, qui est quand même une chose extrêmement importante. Voilà, vous avez la parole aussi pour 15 minutes pour que nous puissions terminer à 17h15. Et peut-être encore d'autres questions. Vous avez la parole, M. Barata. Merci, merci beaucoup. C'est un plaisir, un vrai plaisir d'être ici, cette fois dans la version française de ces séminaires et aussi dans la compagnie des experts si importants sur les domaines de droits de l'homme et aussi de la liberté d'expression. Je crois que les idées les plus importantes ont été déjà mentionnées, mais je vais ajouter quelques idées, quelques thèmes complémentaires, surtout pour animer le débat postérieur avec mes collègues et aussi avec tous ceux qui nous écoutent. La première idée est la question de qui contrôle la déclaration des états d'urgence. Parce qu'il y a évidemment de paramètres. On a dit clairement que les États n'ont pas la discrétionnalité pour déclarer l'état d'urgence dans le contexte de la pandémie. Et ici, on a l'article 4 du pacte, le 27 de la Convention interaméricaine, le 15 de la Convention européenne. Et corrigez-moi si je me trompe, que je n'ai pas trouvé un article dans la Convention africaine, mais en tout cas, il y a l'article 4 du pacte. Il y a aussi des contraintes, évidemment, au niveau de la Constitution nationale, des constitutions nationales. Mais en tout cas, ici, il est évident qu'il va exister un contrôle au niveau international, finalement, aussi peut-être au niveau de cours régionales. Mais je crois qu'il faut souligner maintenant les rôles très importants des juges nationaux, parce que les juges nationaux vont être interrogés tout d'abord sur la légalité, la constitutionnalité des déclarations d'état d'urgence, parfois la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, ça dépend du pays, mais je crois que les juges nationaux sont dans la première ligne de contrôle de ces types de déclarations générales. Et je crois qu'il est très important que au niveau déjà de juges nationaux, les instruments nationaux, les standards internationaux soient considérés d'une façon adéquate. Celle-ci était la première idée. La deuxième idée a été déjà mentionnée, l'importance de la liberté d'expression, de la protection de la liberté d'expression dans les contextes de la crise sanitaire. Alors, il a été déjà mentionné que malgré l'existence malgré la possibilité de déroger la liberté d'expression, il est vrai aussi, et je crois que les comités l'ont souligné, les comités des droits de l'homme, que les États ne doivent pas déroger à la protection des droits de l'homme s'ils sont en mesure d'atteindre les objectifs de santé publique sur la base de dispositions non exceptionnelles. Et ici, on a déjà l'article 19 qui dit que même dans des situations non exceptionnelles, on pourrait limiter la liberté d'expression sur la base de la nécessité de protéger la santé publique. Mais ici, il y a encore la question que quand est-ce qu'il est nécessaire de limiter la liberté d'expression pour protéger la santé publique? Et ici, je crois qu'il faut souligner que le comité des droits de l'homme, a dit récemment, et aussi le rapporteur est spécial en matière de liberté d'expression, que plutôt que limiter la liberté d'expression dans le contexte de la crise, il faut la renforcer. Il est plus nécessaire de renforcer que de limiter. Il y a plus de raisons qui justifient un renforcement de la liberté d'expression plutôt qu'une limitation. Pourquoi?
basiquement pour une série d'idées. La première, c'est que la liberté d'expression est liée à la liberté d'expression. Le droit d'accès à l'information garantit précisément que les autorités n'abusent pas de le pouvoir d'urgence. Dans un contexte où il y a des déclarations d'urgence, des pouvoirs d'urgence octroyés aux autorités nationales, il est très important de compter sur le mécanisme de accountability, disons, le mécanisme de contrôle qui permet de suivre exactement, de contrôler la façon dont le pouvoir public exerce ses pouvoirs exceptionnels. Et dans ces contextes, l'accès à l'information, la liberté d'expression, le rôle des médias est fondamental. Et deuxièmement aussi, la liberté d'expression est très importante dans le contexte de la crise parce que la liberté d'expression et le droit à l'information sont des instruments qui permettent de lutter contre la pandémie. C'est-à-dire, il fournit, par exemple, la capacité de fournir des informations à la population sur les mesures à adopter, sur les symptômes, sur les hôpitaux qui existent, c'est-à-dire toutes les ressources qui sont, disons, à disposition des citoyens. Ce sont ici des instruments très importants pour sauver des vies littéralement, et par conséquent pour lutter contre la pandémie. Alors, il faut voir la liberté d'expression, par conséquent, comme un droit surtout à renforcer plutôt qu'un droit à limiter dans les contextes de la pandémie, même, j'insiste, si il est vrai que dans les cadres de droit international non exceptionnel, il y a effectivement dans l'article 19 cette possibilité, mais en tout cas, il faut justifier la nécessité. Et ici, on a vu que la nécessité va exactement dans l'autre direction. Aussi, je crois qu'il y a ici des autres défis, des autres idées à souligner pour les débats. La première est celle, je l'ai déjà mentionné, l'importance d'un droit lié qui fait partie du droit à la liberté d'expression en général, qui est le droit d'accès à l'information, c'est-à-dire le droit des citoyens avoir accès à l'information, les documents, toutes les pièces d'information qui sont dans les pouvoirs dans les mains de pouvoirs politiques, de pouvoirs publics. Il est vrai que dans les contextes de la pandémie, il peut exister des affectations temporaires dans les démarches administratives relatives aux demandes individuelles d'accès à l'information, parce que, par exemple, on réduit le personnel qui est disponible, qui travaille et qui s'occupe de ce type de questions. Mais il faut faire ces limitations, il faut accepter ces limitations seulement dans les cas où cela est strictement justifié. Première question. Deuxième question. Cela ne veut pas dire que les États doivent oublier ses obligations sur le domaine d'accès à l'information en matière de transparence active. C'est-à-dire que les États, au-delà de demandes individuelles d'information, doivent activement, proactivement diffuser, fournir de l'information concernant l'évolution de la pandémie, les mesures adoptées, et cette information doit être à disposition, disons, des citoyens à travers tous les moyens possibles. Et il s'agit de informations spécialisées, techniques et fiables. Parce que parfois, il y a des États et des hommes politiques que, disons, ont interprété cette transparence active comme le droit que le Premier ministre a à faire une conférence de presse tous les jours, et surtout dans les territoires de la propagande politique, plutôt que de l'information fiable. Je crois qu'ici, il fait partie de ce droit d'accès à l'information, l'obligation des États de diffuser d'une façon active, proactive, des informations spécialisées, techniques, par de fonctionnaires publics qui connaissent le métier sanitaire, épidémiologique, etc. Une autre question importante est la question de l'accès à l'Internet.
L'accès à l'Internet, on dit toujours que doit être un droit universel. Il y a des pays, ou peut-être aussi dans des régions du monde, en Californie par exemple, le Parlement est en train de discuter une loi qui garantit l'accès à Internet, mais avec une certaine qualité, pas seulement l'accès en général, mais l'accès à haute vitesse, disons, en débit. Et évidemment, de l'autre côté, la pandémie, la sécurité nationale ou n'importe quel principe général ne peut pas justifier le coupure d'Internet. Soit les coupures d'Internet en général ou les coupures d'un service particulier comme Facebook, Google, etc. Ici, on a de la jurisprudence très importante, un arrêt très récent de la Cour de la CEDEAO concernant le Togo qui déclare clairement à propos d'une coupure qui avait eu lieu le 2017 qu'il s'agissait d'une violation du droit à la liberté d'expression. C'est un arrêt récent très important. Mais au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a l'arrêt d'Ahmed Yildirim de l'année 2012 et un arrêt très récent concernant la Russie dans la même direction. Alors, l'importance de l'accès universel à l'Internet dans le cadre d'une crise sanitaire est encore plus élevée, on va dire. Et par conséquent, la limitation, le coupure à l'accès concernant l'accès à Internet a un effet sur la liberté d'expression, mais aussi indirectement sur le droit à la santé, dans la mesure où fait difficile, sinon impossible, l'accès à l'information, à des éléments d'information très importants. Une autre question que moi je voulais souligner est la question de la sécurité des médias et des journalistes. Cela a été déjà mentionné, mais je crois qu'il est très important, particulièrement dans le contexte du débat. Il y a des intimidations de journalistes qui rapportent la crise sanitaire, parfois des journalistes qui essayent d'avoir accès à un hôpital, essayent de parler avec des médecins, etc. Les autorités utilisent d'une façon abusive le besoin de protéger la santé, d'éviter, disons, des contacts pour prévenir l'accès des journalistes à certains professionnels qui sont très importants dans ces contextes. Les attaques politiques contre les médias et les journalistes de la part des hommes politiques qui considèrent que, disons, la narrative des médias et des journalistes est contre ses intérêts et la réalité qu'ils voient montrer. Et je crois qu'ici, il y a un élément qui mérite de discussion entre les experts en matière de liberté d'expression, mais aussi les experts en matière de droit du travail, la protection de la santé des journalistes en tant que fournisseurs d'un service essentiel. On parle toujours de la sécurité du personnel sanitaire, des personnels de la santé, des médecins, etc., de la police, de tous ceux qui travaillent dans la rue. Mais je crois qu'il est très important dans le contexte de la crise, considérant le rôle des journalistes, qu'ils soient considérés aussi en tant que fournisseurs dans ce service essentiel et soient protégés conséquemment. Et finalement, il y a la question des fausses nouvelles, qui est l'adaptation française de fake news. Hein. Je crois qu'on parle aussi des informations fallacieuses, aussi comme un terme alternatif. Je crois que l'utilisation de termes fake news est problématique dans la mesure où il s'agit d'un terme qui ne décrit pas le phénomène dans toute son extension. Je crois qu'il faut mieux parler de désinformation. En fait, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne conseillent d'utiliser le terme désinformation. L'Organisation mondiale de la santé utilise le terme infodémie. Et l'UNESCO parle de mesures, a proposé quelques mesures pour lutter contre la désinfodémie. Je crois que, évidemment, il s'agit d'un problème très important, mais il faut, du point de vue de droit à la liberté d'expression, souligner le suivant. Tout d'abord, que les interdictions et dispositions pénales fondées sur des catégories générales telles que la désinformation ou les fausses nouvelles sont contraires aux standards internationaux.
parce qu'il y a un problème ici de légalité, de sécurité juridique. Il s'agit des concepts très vagues, très généraux, hein, qui peuvent être interprétés pour les pouvoirs publics d'une façon très diverse, d'une façon très clairement politisée, et par conséquent, disons, utiliser ce type de catégories pour limiter la liberté d'expression est très dangereux, et je crois que est contre les premiers éléments du test de conformité. La deuxième question, oui. Je vis que vous allez m'arrêter, je crois. Attends, je vais vous demander. Time is flying, yes. Oui, je dois malheureusement vous arrêter parce que sinon notre temps de débat ne pourra pas. On peut continuer dans les cadres du débat. L'idée principale sur la fausse nouvelle l'avait donné déjà. C'est passionnant ce que vous dites. Oui. Merci. Écoutez, c'est passionnant ce que vous dites et d'avoir rappelé que le premier juge des droits fondamentaux, c'est le juge national, c'est essentiel. Et puis j'aime bien ce que vous dites aussi. Pourquoi dire que la liberté d'expression et les droits vont empêcher la santé? Au contraire, il faut renforcer. Donc, c'est toute autre attitude et personnellement, je trouve qu'elle est vraiment éminemment positive. Alors voilà, l'audience, elle pose des questions. On est déjà, je vais vous dire à combien de questions. On ne pourra pas toutes les prendre, bien entendu, mais en tout cas, voilà, on est plus difficiles les unes que les autres. Je vais les prendre et puis vous choisirez là-dedans ce qui vous dit quelque chose, tout le monde. Le pouvoir exécutif a-t-il un pouvoir exceptionnel pendant une crise? La liberté d'expression est-elle un droit fondamental pendant une crise concernant le Covid avec les chiffres des morts contaminés? On y a déjà un peu répondu. Le juge Auré a parlé de l'article 9. Est-ce que la structure est la même que l'article 10 de la CEDH? Et est-ce que la jurisprudence de la Cour africaine diffère de celle de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'article 10? Quel est l'impact de l'utilisation abusive des communications électroniques à l'heure de la pandémie, quand on sait que cette pandémie a permis précisément de privilégier ces moyens de communication dans toutes les institutions? Est-ce qu'il est possible, au nom de la protection des droits des citoyens, d'interdire aux journalistes l'accès aux informations liées au Covid-19? Question pour Hélène. Je crois que je te les ai citées, Hélène. Je pense donc je ne vais plus la répéter. Est-ce qu'il y a quelques différences entre la protection de la libre expression pour la presse et les gens qui ne sont pas les réseaux sociaux? C'est ça la question. Alors, il y a un témoignage d'un avocat du Cameroun. Nous faisons face à une véritable paralysie de notre système judiciaire. Les audiences sont suspendues, les procédures d'habeas corpus, de mise en liberté provisoire, ne peuvent aboutir parce qu'on ne peut pas rencontrer les procureurs, les juges, les avocats sont touchés par cette pandémie. Comment peut-on s'opposer à l'abus de pouvoir? Vers quelle institution, sachant que juges et procureurs se cachent derrière la pandémie pour paralyser, selon leur desiderata, le fonctionnement de la justice? C'est une question plus large, mais c'est cette crainte que la pandémie est une excuse. C'est un peu ce que disait le juge Pinto tout à l'heure. Remarque un des participants, la liberté d'expression n'est pas un droit indérogeable. Les critères de conformité aux instruments internationaux sont flous et donc là, il y a la question de la limitation. Lorsqu'on dit que la limitation, c'est la manière d'intervenir, l'objection, c'est de dire ils sont flous et dès lors, il faut être beaucoup plus rigoureux. 9e question, est-ce que l'état d'urgence ou d'exception, comme c'est le cas dans mon pays au Cameroun, consacré par l'article 9 de la Constitution, ne constitue pas quand même une entorse à la liberté d'expression dans le contexte de la pandémie? 10, bien connu par plusieurs gouvernements et ratifié par des traités qui favorisent la protection des libertés et notamment la liberté d'expression. Comment la justice et les acteurs judiciaires sont rapprochés avec les bénéficiaires de cette protection légitime? Ainsi, pendant la crise du Covid, tout est dit, on ne sait pas qui a raison. Donc, il y a une multiplicité d'informations, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Comment alors, dans ce cas, utiliser adéquatement la liberté d'expression? 11. Est-ce que le contexte sécuritaire de la pandémie ne constitue pas une aubaine pour les terroristes qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, s'attaquer à travers les communications électroniques, paralyser les institutions du pays? Excusez-moi d'aller un peu vite, mais c'est ainsi la vie que nous avons ici. Et vous choisirez là-dedans, chers amis, ce qui vous paraît le plus important. Remarque en un participant, merci beaucoup, il n'y a pas de clause de dérogation dans la Charte africaine. La question que je posais au président Auré, donc il n'y a pas de clause de dérogation comme dans d'autres conventions,
il n'y a que des clauses limitatives, parfois mal rédigées, mais heureusement interprétées restrictivement par la Cour et la Commission africaine. Merci beaucoup pour cette information capitale. Au président de la Cour africaine, M. Auré, que pensez-vous du délit d'offense au chef de l'État en vigueur dans beaucoup d'États africains et revigoré récemment dans cette période de crise? Il y a une question pour le juge Pinto, mais cette question est longue et concerne un cas très spécifique. Alors, je ne sais pas, Paulo, si tu peux répondre comme ça sur place à un cas très spécifique. Comme la question est assez longue, elle pose toute une série de questions de fait, je vais suggérer aux organisateurs, si c'est possible, de prendre section 16 et de l'envoyer directement au juge Pinto, parce qu'elle concerne un cas bien particulier que nous ne pouvons pas résoudre ici ensemble. Question 16, encore pour le juge Pinto. Elle concerne aussi des cas. Ah oui, la question 16, je viens de la voir, pardonnez-moi. C'est 15 et 16. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. C'est la question 15 et la question 16 qui sont tous deux des questions très spécifiques et je ne vois pas comment on pourrait les traiter ici, mais il faut vraiment les envoyer au juge Pinto qui, je suis sûre, avec la générosité intellectuelle qu'il est la sienne, va y répondre. Dernière question. Peut-on parler de violation de la liberté d'expression, le fait pour un État de suspendre les réseaux sociaux pendant la période de Covid-19? Voilà les 17 questions qui sont engagées par vos interventions. Alors, voilà, je vais prendre un peu dans l'ordre que nous avons eu. Ceux qui souhaitent y répondre, vous avez effectivement des éléments à apporter. Alors, on va commencer par le juge Pinto. Paulo, tu réponds aux questions qui t'intéressent dans cet ensemble et j'extrais la question 15 et 16 que l'on va t'envoyer personnellement. Parce que sinon, c'est impossible très bien. de répondre à ça. Oui, merci Françoise. Alors, je voudrais revenir sur un sujet qui est très, très important, qui est le sujet des fausses informations, des fake news. Oui. C'est justement la raison qui est utilisée très fréquemment par les gouvernements pour suspendre la liberté d'expression dans ce contexte. À mon avis, et là, premièrement, je voudrais attirer l'attention du public pour l'affaire, vers l'affaire ATV contre Hongrie. C'est la première fois où la Cour a adressé cette question des fake news. Moi, j'étais membre dans la composition et c'était vraiment très, très innovateur. Hein. C'est vraiment un arrêt extrêmement important. Il ouvre le débat sur les fake news, sur les informations fausses. Et moi, j'ai écrit une opinion concordante parce qu'on a trouvé que le gouvernement hongrois avait violé l'article 10. Mais je voudrais ajouter un point que je trouve très important. Et je vais le répéter maintenant, c'est justement ce que j'ai écrit. À mon avis, c'est extrêmement important que le problème des fake news, qui est un problème bien évident, on ne peut pas le nier, on ne peut pas du tout le nier, c'est un très grand problème, on ne peut pas le résoudre avec plus de répression. On ne peut pas résoudre le problème de fausses informations, des fake news, avec plus de restrictions, de répression, pas du tout. Bon, il y a dans les fake news deux genres de fake news. Il y a les fake news qui sont des défamations, et là, bien sûr, il faut activer les mécanismes normaux d'intervention, de procédure pénale normale. S'il y a une diffamation contre une personne ou une institution, l'État doit pouvoir utiliser tous les moyens de la procédure pénale normale, mais tout ce qui n'est pas du domaine de la diffamation et qui n'est pas du tout vrai, là, on ne peut pas résoudre ce problème
avec plus de répression. C'est, à mon avis, un problème qui doit être résolu avec les mécanismes normaux de la profession de journaliste. Il y a des mécanismes d'autocontrôle qui doivent être utilisés pour résoudre ce genre de problème. La liberté d'expression et surtout la liberté de la presse, c'est comme le disent les Américains, c'est la garantie du free market of ideas, le marché libre des idées. Et là, s'il y a une idée fausse, s'il y a une information fausse, on doit laisser fonctionner le marché libre des idées. C'est-à-dire, il doit y avoir une réponse à cette idée fausse, à cette information fausse, sans avoir le besoin de faire intervenir le ministère public, la force publique, la force de l'État en tant que force de répression pénale. À mon avis, soit la fausse information est diffamation, et là, bien sûr, il faut activer la procédure pénale normale, soit elle ne relève pas de la diffamation, et là, c'est de l'information qui doit être contrée par les moyens normaux de l'engagement de la société et des forces contradictoires de la société. C'est-à-dire, il faut faire fonctionner le free market of ideas, le marché libre des idées, et s'il y a une idée fausse, elle doit être contrée, elle doit être combattue par d'autres idées avec l'engagement de la société, des institutions, des universités, et pas par le biais du droit pénal. Le droit pénal ne doit intervenir pour les diffamations stricto sensu. Et on ne doit pas du tout pénaliser les fausses informations qui ne relèvent pas de la diffamation. Parce que là, on entre dans un domaine qui est extrêmement délicat et à la fin, on va arriver à une limitation disproportionnée de la liberté d'expression. C'est ça ce que je crains. C'est ça ce que je crains. Parce que si on pénalise toutes sortes de fausses informations, à la fin, on va arriver à une répression accrue des journalistes, des ONG, des universitaires, tout ça. Et on ne veut pas ça dans une société démocratique. On ne veut pas ça. On doit laisser fonctionner le marché libre des idées et combattre les fausses informations avec de l'information qui est vraie. Et tout simplement faire fonctionner la liberté de contredire une information qui est fausse. Je voudrais souligner ça parce que je pense qu'utiliser le droit pénal pour combattre les fausses informations, c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise solution. Très bien, merci beaucoup. C'est vrai que c'est une idée forte ce que tu dis là. D'expression. Tout à fait. Vraiment une idée forte, c'est qu'il faut faire passer. C'est ça qui va faire changer peut-être les choses, quoi. Merci Paulo Pinto, merci beaucoup. Tu vas recevoir tes 2 questions privées, hein, d'accord? La 15 et la 16. D'ailleurs, je vois que le participant ou la participante, je ne sais pas, le dit très gentiment, comme ça concerne un cas particulier, de ne pas la lire, et je trouve que c'est mieux de lire seulement. Alors, à vous maintenant de répondre aux questions. Merci Paulo, merci beaucoup. La question qui me vient rapidement à l'esprit, c'est celle concernant le délit d'offense au chef de l'État. Je crois que la question est ainsi intitulée pour vous, du délit d'offense au chef de l'État en vigueur dans beaucoup d'États africains et revigoré récemment dans cette période de crise. C'est vrai que cette question
n'est pas directement lié à la liberté d'expression en temps de Covid-19. Et je n'ai pas souvenance que de cas où cela ait été appliqué dans le contexte de Covid-19. Mais en tout état de cause, à moins qu'il ne s'agisse de commentaires faits par un journaliste ou une personne sur les déclarations du chef de l'État concernant le Covid-19. Dans cette dernière hypothèse, donc, la Cour n'a pas eu à se prononcer spécifiquement sur la question, comme je l'ai dit, mais toujours est-il que c'est une question qui retourne toujours à se souvient très bien, j'avais dit que concernant la proportionnalité, le test de conformité, donc la liberté d'expression peut être seulement limitée lorsqu'elle est prévue par la loi, qu'elle vise un but légitime, qu'elle est proportionnée et qu'elle est acceptable dans une société démocratique. Ce sont des critères, bien sûr, qui ont été développés par la jurisprudence, d'autant plus que l'article 9 est assez vague, est plutôt énoncé de façon générale, quand il dit que toute personne a droit à la liberté. Je vous le lis rapidement. Toute personne a droit donc à l'information. Ça, c'est l'alinéa 1 et l'alinéa 2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. Donc, elle est énoncée de façon très limitative par rapport à l'article 10 concernant la Convention européenne qui est un peu plus large. Voilà, donc respecter donc le test de conformité avec tous les critères développés. On ne va pas revenir sur ces critères. Et donc, si le délit d'offense je disais donc que si le délit d'offense passe le test de proportionnalité, alors il est correct. Sinon, alors, dans le champ d'application de l'article 9. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur cette question. Merci beaucoup, Président Auré. Merci bien. Hélène, à toi. Oui, alors merci beaucoup aux internautes pour avoir posé ces questions. Donc, je vais essayer de répondre à 4 questions en particulier qui ont été posées. Donc, je vais utiliser les prénoms des personnes qui ont posé les questions, comme ça elles peuvent s'identifier. Donc, il y a d'abord une première question d'Emmanuel sur donc Emmanuel Chifo sur l'interdiction d'accès aux informations pour les journalistes. Est-ce que dans le temps de Covid, est-ce que comme on est dans une situation exceptionnelle, on peut autoriser plutôt, on peut interdire l'accès aux informations. Alors, la réponse est simple et je reviens à ce que disait Johan, le dernier orateur. En situation de crise, l'information est d'autant plus importante. Donc, c'est pas, dans l'abstrait, les États ne peuvent pas dire « nous sommes dans une situation exceptionnelle, donc nous devons interdire l'accès à l'information sanitaire, la dangerosité, le nombre de morts ». Au contraire, il y a un intérêt général à savoir où l'on se trouve, la dangerosité du virus, la vitesse de circulation, etc., etc. Et de ce point de vue-là, je voudrais quand même rappeler, on ne l'a pas encore dit, mais je voudrais quand même rappeler que lorsque l'on est comme ça en situation de crise, le droit de critique demeure. Et le citoyen, l'individu, continue, grâce aux informations qui vont être fournies par la presse, les journalistes, etc., continue à avoir le droit de critiquer le gouvernement, de critiquer la gestion d'une crise. Et tous les organes de droits de l'homme l'ont dit, la Cour européenne des droits de l'homme, évidemment, en premier lieu. Dans la liberté d'expression, on a aussi le droit de critiquer. Et donc ça, c'est vraiment important. Vous ne pouvez pas critiquer si vous n'avez pas accès à une information fiable, solide, etc. Et je vais juste donner sur cette première question, pour terminer, un exemple tiré de la France. Pendant la gestion de la crise, le gouvernement français n'était pas du tout satisfait par les articles de presse qui critiquaient justement la mauvaise gestion des masques, des tests, etc. Et pendant quelques jours, le gouvernement a dit, écoutez, nous allons contrôler l'information parce qu'il y a des bonnes informations et il y a des mauvaises informations. Et donc, nous, sur le site du ministère, je crois que c'était le ministère de la Santé, nous allons dire quels sont les bons articles. Et évidemment, tous les organes de presse, tous les journalistes ont râlé en disant « ça, c'est de la censure, on ne peut pas avoir
comme ça, dans un État qui est censé être un État démocratique, une information officielle d'un côté qui aurait l'aval du gouvernement, et puis les autres journalistes qui seraient considérés comme non sérieux. Donc l'accès à l'information pour les journalistes est encore plus important dans ce contexte-là. La deuxième question qui a été posée par Adriana sur la différence entre la protection des journalistes et la protection des individus qui n'auraient pas cette fonction de journaliste ou autre. Oui, évidemment, dans ce contexte de Covid, elle continue à exister comme elle existe en temps normal. Donc là, on va appliquer les mêmes, je dirais, la même jurisprudence classique de la Cour européenne, du Comité des droits de l'homme ou de la Cour africaine, qui consiste à dire que les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme et autres personnes travaillant dans les médias étant des chiens de garde de la démocratie, eux vont bénéficier d'un régime de protection de la liberté d'expression qui sera différent, qui sera plus protecteur que le régime de liberté d'expression appliqué à une personne qui n'a pas ces fonctions-là. Donc oui, dans le contexte de Covid, on va retrouver cette distinction qui s'applique en régime normal. Troisième question ou remarque qui a été posée par Pierre sur les critères flous de la dérogation, c'est vrai. Ce sont des principes abstraits, hein, la proportionnalité, la nécessité, la légitimité, etc. Et vous avez parfaitement raison. Il revient aux juges nationaux, aux organes de protection des droits de l'homme de préciser au cas par cas ces critères, parce qu'une mesure qui sera proportionnée dans un cas ne le sera pas forcément dans un autre. Et vous avez peut-être vu passer ou entendu parler, par exemple, des décisions qui ont été, pour l'instant ce sont des ordonnances, mais qui ont été adoptées par le juge allemand, la Cour constitutionnelle fédérale allemande, justement sur les restrictions excessives à la liberté de manifester sa religion dans un contexte de Covid. Et donc ça, ici, le juge, par exemple, a fait un test de la suspension-dérogation qui est très proche de ce que pourrait faire un juge international, enfin la Cour européenne ou un autre organe. Donc oui, les critères sont abstraits, les critères sont indéterminés, ils sont flous, et il revient aux interprètes, aux juges, quel que soit le niveau auquel ils se trouvent, de les préciser. Et vous avez raison, plus ils sont flous, plus ils sont instrumentalisés par les États. Et l'élément le plus important, c'est ce but légitime. Au nom du but légitime, au nom de l'intérêt de tous, on peut justifier n'importe quoi. C'est-à-dire que pour protéger la santé publique, vous pouvez à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, avoir recours à l'armée, museler la presse, couper l'Internet, etc. Donc, ce sera vraiment très important de voir comment ces critères-là vont être interprétés. Et je termine justement, et ça c'est une question qui est fondamentale, on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus, par une question qui a été posée par Gaëlle sur la paralysie dans son pays du système judiciaire. Ça, c'est essentiel. Alors, il n'y a pas que votre pays. En France, pendant les premières semaines du confinement, on était très inquiets parce qu'il y a eu une paralysie totale du judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a eu c'est pour ça que je parlais tout à l'heure je faisais le parallèle avec la lutte contre le terrorisme, parce que, si vous voulez, les premières semaines du confinement, au plan constitutionnel, en France, on a utilisé la rhétorique de la guerre, en disant nous sommes en guerre, et comme nous sommes en guerre, c'est l'exécutif qui doit agir, ce n'est pas le judiciaire. Et donc, si vous voulez, c'est toujours effrayant d'avoir cette rhétorique-là, parce que c'est le meilleur moyen pour écarter les tribunaux et pour faire en sorte que les tribunaux se taisent, n'interviennent pas. En droit français, on parle d'acte de gouvernement, et donc c'est l'exécutif qui mène la guerre, ça n'est pas le judiciaire. La guerre n'est pas une affaire du judiciaire. Et en fait, ce que l'on voit maintenant progressivement, c'est le judiciaire justement qui recommence à prendre sa place, qui recommence petit à petit sur les privations de liberté, sur la surveillance par drone des populations, sur la surveillance des réseaux sociaux, etc. Progressivement, le judiciaire au plan national est en train de reprendre sa place. Donc la paralysie du judiciaire, ça va être aussi un élément essentiel dont on verra les effets dans quelques mois, c'est-à-dire les États qui ont eu un pouvoir judiciaire qui a vraiment réagi, qui a été très fort. J'ai évoqué le cas allemand, ou des États, vous avez évoqué votre pays, mais encore une fois, je peux évoquer la situation française, des États où le judiciaire s'est tenu en retrait. Et là, on retombe sur la question de l'exécutif. Évidemment, c'est toujours
très dangereux pour les libertés de laisser les mains complètement libres pour l'exécutif. Donc, merci pour vos questions parce qu'elles étaient vraiment extrêmement intéressantes. Merci beaucoup. Merci Hélène. Je suis un peu jalouse parce que toi, tu connais les prénoms et moi, je ne les connais pas. Je dois avoir une fonction spéciale. Donc voilà, je voudrais remercier Pierre, Anna et tous les autres, et Gaël. Emmanuel. Alors, il nous reste 5 minutes. Non, mais c'est merveilleux. Heureusement que tu le dis. Heureusement que tu le dis. Merci surtout à vous, tout le public qui l'a fait. Je donne maintenant tout à la fin la parole à M. Baratta, parce qu'il est dans 5 minutes, nous devons arrêter. Ainsi va la vie. Voilà. Alors, Joanne Baratta, vous avez la parole pour quelques minutes pour les questions qui vous restent. Et puis, je vous remercierai tous, mais dans un moment. Vous avez la parole. Merci, merci. Je vais essayer d'être bref. Concernant très bref. Oui. Pardonnez-moi, quel rôle ingrat. Ça va. Concernant la question des fausses nouvelles, il faut rappeler et souligner ici qu'en accord avec les standards internationaux, les États doivent lutter contre les fausses informations à travers des instruments positifs, c'est-à-dire le renforcement de la diversité médiatique, le renforcement des médias de service public et le renforcement du pluralisme en général, et aussi avec l'éducation médiatique, la recherche sur l'impact de fausses informations. Alors, il faut mettre à part la question de restriction et penser à ce type de mesures positives. Et même dans les cas de diffamation, je dirais qu'il ne faut pas utiliser non plus le droit pénal, en accord avec le droit international, sauf dans les cas exceptionnels, on peut utiliser le droit pénal, autrement c'est le droit civil. Concernant la protection des chefs de l'État, les offenses aux chefs de l'État, je crois qu'il faut dire qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème de proportionnalité, mais aussi d'un problème de nécessité dans une société démocratique. Est-ce qu'on a besoin, dans le cadre d'une société démocratique, de donner une protection privilégiée aux chefs de l'État vis-à-vis des critiques ou les attaques? Non, je crois que c'est justement le contraire, en accord avec la Cour européenne des droits de l'homme et aussi le rapporteur des Nations Unies. Le chef de l'État et le personnage public, disons, doit accepter un niveau de critique plus élevé que les citoyens en général. Et c'est pour ça qu'octroyer une protection privilégiée serait contre cette idée de la nécessité dans une société démocratique. Ce qui est nécessaire dans une société démocratique est que on puisse critiquer le chef de l'État sans être en risque d'avoir des problèmes du point de vue du droit pénal. Et concernant on a demandé si la suspension de Twitter ou Facebook est compatible avec le droit international. Il ne l'est pas. J'ai déjà mentionné des arrêts différents. Il ne s'agit pas seulement de ne pas couper l'Internet en général, mais aussi de services spécifiques qui, évidemment, jouent un rôle fondamental dans la diffusion de l'information, dans l'accès à l'information. Alors, il ne sera pas proportionnel, il ne sera pas justifié de couper l'accès à Twitter en général. Et une réflexion finale sur la question de fausses informations et de mécanismes que l'État doit utiliser. La Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel français vient de dire qu'il faut éviter de déléguer le pouvoir de décider sur l'illégalité des contenus sur des entreprises privées. C'est-à-dire que le fait qu'une plateforme comme Facebook doit décider dans les délais de 24 heures si un certain contenu est une incitation à la haine ou pas, cela constitue une délégation, cela, disons, implique mettre une pression sur un acteur privé qui finalement, pour éviter des problèmes, va décider de limiter le contenu et cela a un impact sur la liberté d'expression. Même s'il s'agit d'une autorité administrative, le Conseil constitutionnel a dit que s'il n'y a pas la possibilité de recours devant le juge, imposer aux plateformes l'obligation de retirer un contenu simplement parce qu'il y a eu une demande de la part d'une autorité administrative, cela serait aussi contre la Constitution française dans ces cas, et je crois aussi que contre les standards internationaux. Il faut retenir cela aussi dans le cadre du débat du rôle des plateformes et comment réguler les plateformes. Je n'irai pas plus loin parce que je sais que mon temps est strictement limité maintenant. Merci beaucoup. Eh bien, voilà le mot de la fin.
je voudrais vraiment vous remercier tous parce que je trouve que ce débat a été d'un intérêt passionnant, d'un très haut niveau, d'une grande qualité intellectuelle, et non seulement intellectuelle, mais aussi, j'ai envie de dire, sociale, morale et politique, sur une question auquel toutes ces juridictions vont être confrontées. Donc, on anticipe, on prépare des réponses. Et donc, je trouve ce que j'ai entendu cet après-midi de vous quatre, vraiment, je le dis honnêtement, pour moi, c'est extrêmement précieux. Donc, merci de tout cœur, tous les quatre, de ce que vous apportez. Je voudrais beaucoup remercier aussi le public. C'est vrai que je ne vous vois pas et c'est un peu vexant, ou c'est un peu frustrant, mais les questions que vous avez posées, l'intérêt que vous manifestez, pour moi, est un grand privilège et c'est un grand signe que, je dirais, cette société est prête à prendre les problèmes en main et que cette opposition entre les droits et libertés, la sécurité ou la santé est une fausse opposition. Il faut utiliser l'un avec l'autre. Et le caractère très positif des réflexions qui ont été développées cet après-midi, pour moi, est vraiment un gage oui, pas de succès, mais en tout cas de réalité. Donc vraiment, je vous remercie, le public, d'être là. Alors, merci beaucoup aux organisateurs, parce que l'Université d'Oxford, l'UNESCO, bien entendu, et c'est vous qui nous avez permis de faire tout ça. Merci aux moyens techniques, à ces ingénieurs qui, tout partout, nous aident à nous comprendre dans des situations difficiles. Merci alors plus concrètement à Gayatri, qui m'a beaucoup aidé. Merci Christos. C'est voilà, il est dernier mois 49, nous avons dépassé de 5 minutes, c'est grave au regard de l'éternité. Donc merci beaucoup à vous tous et au revoir.